Cette émission est présentée par Le Soleil de la Floride et Grape Star. Sport, invité, ligne ouverte 2.0. C'est Showtime! Et voici celui qui réinvente le rendez-vous de tous les amateurs de sport, Tom Lapointe. Bonsoir, on est en direct de Pompano Beach en Floride. J'espère que ça va bien chez vous. Le premier match des Canadiens vient de prendre fin. Les Canadiens qui avaient pris à un moment donné les devants 3-1 a échappé le match. Ils viennent de perdre en prolongation par le pointage de 5-4 avec un but de Riley à peu près à mi-match, à mi-prolongation. Donc, c'est quand même un peu décevant. Quand tu prends les devants 3-1, on a vu tellement de belles choses. Des nouveaux joueurs du Canadien, notamment de George Henderson, qui avait permis aux Canadiens de porter la marque 4-4 parce que Toronto avait nivelé le score en fin de deuxième période. Mais la consolation, les Canadiens ont quand même pris un point. Je vous rappelle que l'émission est en direct sur le AM 940, sur CNV Radio Numérique, sur Facebook Live et sur Radio H2O. Tout de suite, on s'en va rejoindre dès qu'ils sont là. Je pense que je viens de voir notre ami Serge Savard Jr. qui est là. On va prendre plein de réactions sur Facebook Live. Denise Dumont va m'apporter également des commentaires que vous me faites. Vous nous dites de quelle ville vous êtes. Vous nous posez des courtes questions. Êtes-vous déçu du résultat? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match-là? Mais tout de suite, on s'en va rejoindre mon ami, mon analyste, Serge Savard. Bonsoir, Serge. Salut, Tom. Première impression à vif, prendre les devants comme ils l'ont fait et perdre, c'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'était emballant. D'abord, ta première réaction sur le match. Pour un premier match, après la COVID, ou on est durant la COVID encore, après une aussi longue période, j'ai trouvé le match passionnant. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, je ne vois pas vraiment ça comme une défaite, Tom. Tu sais, Dano avait la victoire sur le bout de son hockey en supplémentaire. Tu sais, il y a eu... tu vois, là, au début, on parlait, c'est deux équipes qui vont se batailler pour la première position de la division. On a vu ça ce soir. Hein, on pensait qu'on les avait à 3-1, mais si on prend des punitions, les Maple Leafs peuvent revenir dans le match assez rapidement. Les Maple Leafs ont toujours dit, surtout avec le genre d'équipe, leur problème, c'est défensivement, mais offensivement, c'est une équipe qui peut revenir. Et tu sais que l'année passée, les Canadiens, ils ont battu 3 fois les Maple Leafs. Donc, à quelque part, c'est leur première victoire depuis un bon bout de temps. Le Canadien avait quand même le numéro de Toronto. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà, ils se développent une rivalité. Ça a acheté les gants, ça s'est brassé. Tu n'avais pas l'impression du tout que c'était deux équipes qui n'avaient pas joué depuis si longtemps. Oui, puis je vais dire quelque chose. Là, ce qui est intéressant, là, moi, en tout cas, ce soir, là, je regarde le positif. Les Canadiens là, ont une équipe, je pense qu'ils sont bien balancés. Hein. On regarde ça, il y a des soirs, ça va être la ligne Suzuki qui va te faire gagner. Il y a des soirs, c'est celle de Dano. Il y a des soirs, c'est celle de Keke. La ligne à Suzuki, là, vraiment, c'est démarqué. Le Suzuki va être un joueur exceptionnel, comme on disait l'an passé. Mais Henderson là, avait une dimension de rapidité et de physique que le Canadien n'avait pas. Et puis, je veux dire, ils ont une équipe, ça va être intéressant à les voir. Mais c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de profondeur, là, vont trouver ça vraiment fatigant à jouer contre le Canadien. On aura dans quelques minutes Daniel Melançon, qui est notre invité de cette première soirée. On est bien fiers qu'il soit avec nous. D'ailleurs, Daniel Melançon, qui, tout comme moi, avait prédit une défaite difficile par un petit point. Donc, Daniel et moi, on a eu raison. Tous les autres, je vais retrouver mes notes. Il est là. Daniel, franchement, tu es fort en prédiction, hein, parce que tout le monde salivait pour le Canadien avant le match. Et pourtant, les livres sont venus. Qu'est-ce que tu retiens? Premier commentaire de ce match-là. Écoute, pour une première, je pense que c'est un match complètement enlevant. Là, je veux dire, moi, je suis d'abord et avant tout un amateur de hockey, bien avant d'être un fan d'une équipe. Et moi, le match de ce soir, avoir été un amateur de hockey, puis tu me dis, il faut que tu payes pour aller voir un match de hockey, c'est exactement ce que je veux voir. Des chances de marquer, c'était pas parfait. Il y a eu des erreurs, il y a eu des revirements, il y a eu des coups de chance. Et puis, si on se place du côté, mettons, des amateurs du Canadien, on voulait voir les nouveaux venus, les acquisitions de Marc Bergevin, de quel bois allait-il se chauffer.
ben, je pense que les fans du Canadien vont être servis à la lumière de ce que j'ai vu ce soir. Je sais que Serge en a parlé il y a quelques instants, mais Anderson, Suzuki, Drouin, ce trio-là, j'espère que Claude Julien aura la main heureuse pour l'ensemble des 55 autres matchs à venir. Puis chose certaine, c'est en tout cas mon point de vue, c'est que ça crée une forme d'espace. Un gars comme Drouin, sans dire qu'il est frileux, là, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'espace à la glace, qu'il jouait déjà plus en confiance, ne serait-ce que par la rapidité, la fougue de gars comme Anderson. Ce qui va maintenir ce niveau-là pendant 55 autres matchs, j'en doute. Mais comme première impression, c'était franchement intéressant. Mon petit côté négatif, là, parce que ceux qui me connaissent, je vois souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est que ce genre de situation-là, pour moi, c'est du déjà vu trop souvent chez les Canadiens de Montréal. Une avance de 3-1, on joue d'indiscipline et on laisse filer la victoire. Parce que, à mon avis, ce match-là, à un certain moment, appartenait aux Canadiens et on a laissé filer la victoire. On a échappé un gros point pour amorcer la saison. Mais, Junior, tu n'es pas découragé. Tu as juste dit que toi, tu as tellement aimé que tu penses qu'ils vont prendre leur élan tranquillement. Je ne suis pas découragé du tout, Tom. Écoute, pour Daniel, là, franchement, là, d'habitude, en temps normal, à 4-3, Carey. Junior, ton micro, tu as fermé ton micro sans t'en rendre compte. Donc, il est là. OK, il est là. Vas-y, poursuis, Junior. Ben, je disais à Daniel, en temps normal, là, en troisième période, à 4-3, Carey Price, on ferme les livres, puis le Canadien gagne 5-3 d'un filet désert. Oui, mais je veux juste te faire remarquer, Serge, que Price a été solide en fin de troisième période. Il a été un élément clé pour que l'équipe se rende en prolongation. Il a réalisé de gros arrêts aussi en prolongation. Puis, ben, je veux dire, il faut donner crédit quand même aux Maple Leafs de Toronto, qui ont du talent à revendre, on le sait. Et ce sont les gros joueurs, Nylander, Tavares, et on l'a vu en fin de rencontre comment ça s'est passé pour la victoire de Toronto. Moi, je suis d'accord, mais Toronto, je ne pense pas qu'on a la profondeur du Canadien à défense. Les Canadiens ont commencé à ouvrir le jeu, ils ont été indisciplinés à 3-1. C'est un match que tu dois aller chercher. Tu sais, tu as 3-4 joueurs de l'autre côté à vraiment faire attention. T'sais. Mais j'ai aimé Romanov, il y a des belles choses. Les nouvelles acquisitions, là. Tu sais, Gallagher, on ne l'a pas vu beaucoup. Gallagher, on sait ce qu'il va nous donner. Les gars vont revenir. Là. Carey va être là. Puis la profondeur qu'on a, ça va être intéressant. Le Canadien peut gagner avec des lignes différentes. Puis Suzuki, là, le Vegas, là, Daniel, vont regretter d'avoir échangé le joueur-là à son âge. C'est pas fini de faire des points. Écoute, moi, les dernières années où le Canadien m'a fait triper, personnellement, c'est à l'époque où Alex Kovalev évoluait avec le Canadien. Moi, je suis un gars d'attaque. Me vanter les mérites d'un gardien de but, je ne tripe pas là-dessus tant que ça. J'admets qu'il y a énormément de talent. Moi, j'aime les joueurs d'attaque, j'aime les joueurs offensifs. Et Kovalev me faisait triper. Et ce que je vois de Suzuki depuis les séries l'année passée, ce que j'ai vu encore ce soir, c'est un gars qui va nous faire triper. C'est un gars qui va vouloir nous faire regarder les matchs. Et ça, c'est super encourageant. Pour revenir sur la défensive, j'ai aimé quelques beaux flashs de Romanov. Honnêtement, ça n'avait pas l'air d'un joueur recru qui disputait un premier match dans la Ligue nationale de hockey. J'ai aimé quelques beaux flashs de Jeff Petrie, mais puis il n'y a personne qui rajeunit dans la vie, mais j'ai l'impression que par moment, chez Weber m'apparaissait un petit peu lent. J'ai hâte de voir comment, évidemment, ce n'est que le premier match, mais Weber m'est apparu lent par moment sur la patinoire. Mais tu sais, on a perdu en supplémentaire. Ouais. Contre moi, j'ai mis premier dans la division, Toronto, mais on a un point, puis on a vu des lacunes que je pense qu'on peut améliorer facilement. C'est pas décevant, là, on n'a pas perdu 6-1. Je pense non, c'est pas énorme. Alors, puis, il y a un point que tu as amené, Daniel, et puis que je veux qu'il renchérisse là-dessus. Serge Savard Junior. Serge, quand il dit que Drouin a peut-être pris quelques kilos, pas de kilos sur le corps, mais quelques muscles, avec la robustesse des attaquants nouveaux qu'on a mis autour de lui. Est-ce que tu sens la même chose? À quelque part, tu n'as jamais dit que c'est un joueur peureux ou frileux, mais qu'à quelque part, ça t'aide à te redonner en confiance? Tu parles de Drouin? Oui. Ben moi, Drouin, là, je suis tanné d'entendre ça, sincèrement, là, il a pris du poids, il est plus fort physiquement. On nous a vanté Drouin, moi je l'ai vu junior, on l'a vanté comme un magicien avec la rondelle, puis un joueur d'exception, comme talent brut. Maintenant, si on parlait avec des joueurs d'exception, talent brut, le petit Peterson à Vancouver pèse, je pense, 152 livres. On lui dit, il faut que tu prennes 15 livres de poids.
Non, c'est pas une question. C'est une question de réaction. C'est une question de confiance. Es-tu créatif un petit peu pour aller chercher sa bagarre un contre un dans le coin? Tu sais, je ne sais pas. Je ne le connais pas comme individu, mais c'est pas une question de poids. Il y a la rapidité, il y a les Non, mains. non. T'as mal capté ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à quelque part, étant donné qu'il joue avec des attaquants beaucoup plus robustes, que ça va lui donner, c'est dans cet esprit-là qui était beaucoup plus la réflexion de Daniel. Moi, si je serais n'importe quel joueur, j'aimerais ça jouer avec un joueur comme Anderson. C'est un bon patineur à 6 pieds 3 dans le circuit. Il n'y a pas grand gars 6 pieds 3, 6 pieds 4 qui patine comme ça. Finit ses mises en échec, puis il a un lancer foudroyant. Lui, il a eu une blessure majeure à une épaule, bien majeure. On s'entend, il y a eu une chirurgie à l'épaule lors d'un combat. Columbus n'avait pas. Ils ont probablement pensé, un peu comme quand on a échangé Chris Chelios, nos médecins nous disaient qu'il avait un genou là, qui ne t'offre pas encore 1 an ou 2. Il a joué 15 ans après. Anderson, ils ont probablement tiré à sa tête un petit peu trop vite parce que c'est un très bon joueur. Je l'avais dit la dernière fois. Chose est certaine, c'est que pour leur premier match à TVA Sport, parce que c'était un peu bizarre, je ne sais pas si Daniel a une explication là-dessus. Généralement, on nous a toujours dit que TVA Sport faisait les matchs les week-ends et que RDS faisait les matchs en semaine. Ce soir, on a eu le contraire. Je ne sais pas si c'est l'explication, mais ce que je veux dire, c'est que pour TVA, ce soir, c'est un grand match pour débuter une année parce que tu es à la maison, tu as hâte de revoir du hockey et on te donne une game comme ça comme première. Moi, je ne pensais jamais d'avoir un aussi grand show pour premier match après autant de temps. Ça veut dire que les gars, ils ont manqué la game. Ils s'ennuyaient. Ah, c'est clair. Puis moi, par moment, évidemment, on est loin des séries, là, de l'intensité des séries, mais il y a eu de l'intensité ce soir. Je retiens ça et ça ne fait que commencer parce qu'on sait le nombre de fois que Toronto et Montréal et les autres équipes canadiennes vont s'affronter. Alors, tu sais, c'est presque des séries avant les séries. Alors, le build-up va s'installer. Et je pense, en tout cas, j'ose croire que c'est le début d'une belle saison écourtée à laquelle on va assister. Junior, si tu renchéris là-dessus, à quelque part, je suis d'accord avec Daniel. Je veux dire, c'était très excitant. Hein? En supplémentaire, tu n'avais pas le temps de changer de poste là, ou de te lever pour aller. C'est incroyable. C'est des clubs qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Puis c'était un côté comme de l'autre. Moi, j'ai adoré le match. Vraiment, c'est pas parce qu'on s'ennuyait, c'était un très bon match. Les gars, vous connaissez-vous, toi deux? As-tu déjà couvert, est-ce que tu as déjà vu, parce que tu sais qu'il a été propriétaire et président du Rocket. Est-ce que tu as eu la chance de faire quelques reportages? J'ai vu une bonne relation, les deux, les gars? Ben moi, à l'époque où j'étais à RDS, j'ai peut-être fait quelques reportages sur le Rocket, mais étant donné que Stéphane Leroux, puis qui est encore là d'ailleurs, couvrait régulièrement les activités juniors, j'étais moins affecté à ça. Par contre, j'ai joué au golf avec le paternel et avec ton frère aussi il y a quelques années à la Vallée du Richelieu. Alors, oui, j'en ai entendu parler. C'est une des seules fois probablement que je suis pas allé avec eux autres. Là. Ils m'ont dit que tu jouais en arrière, Daniel. Tu jouais sur le terre d'en arrière. Là. Ben, en fait, ouais, c'est ça. C'est parce que si je joue en avant, puis on finit, puis il y a des gens que je connais qui finissent par savoir que je joue à l'avant, je vais me faire taper ses doigts quelque part parce que c'est pas ma place. C'est ça. Daniel, durant que tu es là, tu sais que parce que là, je vais commencer à prendre des commentaires des gens, parce qu'on en a eu beaucoup, mais étant donné que c'était la première, je n'ai pas plus le temps de tout lire. Parmi les nombreux commentaires, les gens ont dit qu'ils s'ennuyaient de toi, déjà que tu étais parti là. La question que je voulais amener, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que c'est vrai que Daniel Melançon a quitté parce que tu aurais fait un mauvais commentaire sur une prise de position sur la pandémie? Est-ce que c'est de la bullshit ou si c'est pas vrai? Ou si tu as un regard là-dessus? J'ai un regard là-dessus qui peut être sans doute différent du tien, de celui de Serge, de gens qui nous regardent. Chose certaine, j'ose croire que c'est pas la raison pour laquelle l'entreprise a pris cette décision-là, parce qu'on ne m'a pas dit d'aucune façon que c'était en lien avec ça. Si tel était le cas, je ne peux pas me prononcer, là, mais je ne pense pas que l'entreprise oserait se prononcer sur quelque manière que ce soit. Chose certaine, c'est que je suis quelqu'un qui se pose des questions sur ce qui se passe actuellement, non seulement au Québec, mais ailleurs en Amérique et dans le monde. Je suis quelqu'un qui va constamment se poser des questions. Je pourrais peut-être me qualifier de sceptique, mais je suis quelqu'un... Écoutez, j'ai pratiqué le métier de journaliste depuis 27 ans. Je suis quelqu'un de curieux. Alors, quelqu'un de curieux,
se pose des questions, puis un journaliste qui n'est pas curieux, c'est un curieux de journaliste. Alors moi, je ne prends pas tout pour acquis et je me pose des questions un petit peu plus loin que ce qu'on nous présente comme dessert. Est-ce qu'il y a des publications sur mes réseaux sociaux qui ont déplu à certaines personnes et c'est allé à la tête des dirigeants? Je l'ignore, mais jamais on m'a reproché quoi que ce soit à ce niveau-là. OK, c'est clair, net et précis. On ferme la porte du vestiaire, c'est fini. On va aller aux résultats parce qu'il y a plusieurs matchs. Déjà eu une première partie entre les deux grands rivaux de la Pennsylvanie. Carl Colin, qu'est-ce qui s'est passé de bon jusqu'à présent dans les autres matchs dans la Ligue nationale? Les Flyers d'Alain Vigneault qui ont remporté le match 6-3 contre les Pingouins ce soir. On rappelle le résultat du match du Canadien contre les Leafs à Toronto. 5-4 pour les Leafs en supplémentaire. Le Lightning a remporté le match contre les Blackhawks 4-0, un départ assez solide pour les gagnants de la Coupe Stanley. Les Oilers et les Canucks, c'est un petit peu plus tard. Et l'Avalanche contre les Blues, ce sera à surveiller aussi. Ça va être tout un match déjà dans cette oui. Dans cette division-là, les gars. On peut parler pendant qu'on va continuer à prendre des commentaires et on va sûrement, on a le numéro de Zoom. Je ne sais pas si on va prendre, c'est avec mon réalisateur, c'est peut-être moi là, qui projette, mais on a déjà quelques personnes qui vont commencer à s'habituer et à venir nous parler par Zoom pour poser des questions à notre analyste et à notre invité, Daniel Melançon. 6-3 pour les Flyers. Pensez-vous, les gars, que les Pingouins sont vraiment en reconstruction, Serge Savard? Je ne sais pas s'ils sont vraiment en reconstruction, mais si on regarde les Flyers, là, ils n'ont pas gagné l'an passé, mais si on regarde la deuxième moitié de saison de l'année passée, c'était une équipe ascendante. C'était une équipe qui s'en allait. C'était la meilleure équipe du circuit en deuxième moitié. Les Flyers, c'est une très, très bonne formation. On se posait des questions dans le filet l'an passé. Est-ce que Tirard va être capable de faire le travail d'un club de première position? C'est une équipe à surveiller. Ils sont bâtis comme le Canadien. Ils sont plus gros, ils sont physiques. Je connais bien mon chum là-bas qui a coaché pour moi. Mon équipe, je sais que son équipe va toujours être prête. Ils ne sont pas faciles de jouer les Flyers. Non. Moi, personnellement, je vois les Flyers dans le corridor à la fin de la saison régulière. C'est un club, effectivement, comme ça, je le précisais, qui a connu une deuxième moitié de saison l'an passé assez intéressante. Moi, j'ai toujours aimé Alain Vigneault comme entraîneur-chef partout où il est passé. Puis j'ai l'impression qu'il a sous la main actuellement une formation. Évidemment, il y a plein de facteurs qui peuvent être considérés, puis ça s'applique à chacune des équipes. Là. Mais ce que les Flyers peuvent présenter cette année, j'ai vu quelques séquences du match de ce soir face aux Pingouins, notamment, en tout cas, je sais que c'est dans une cause perdante. Le but de Crosby, je ne sais pas si vous l'avez vu, comment il a saisi ça au vol, il a coupé une passe, il a surpris le gardien des Flyers. Mais chose certaine, c'est que Philadelphie va connaître, d'après moi, une bonne saison pour se rendre dans le corridor cette année. OK, on revient aux Canadiens. Parlez-moi, je sais que tu en as. Je vais d'abord y aller avec Serge Savard Junior. Ce que tu as vu, ce qu'on a vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, il ne faut pas non plus partir en peur, mais déjà ce soir, ce qu'on a vu, déjà, ça passe sur le but de Tatar, son implication, sa vision du jeu. Romanov, ça promet. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon comme ça. Bien, j'ai vu tellement d'équipes, Tom et Daniel, j'ai vu tellement d'équipes là, au cours des années que quand tu arrives avec des joueurs de profondeur, tu as plusieurs équipes, tu n'es pas à la merci de certains joueurs. Tu arrives là, je ne veux pas faire mal à Jonathan Drouin, mais il arrivait une blessure à Drouin, on n'avait tellement pas de profondeur qu'on disait qui va marquer des buts. Lorsqu'il était blessé au poignet, là, on l'attendait comme le Messi. Tu sais. Maintenant, là, tu as 3-4 lignes d'attaque. Puis, je veux dire, le Canadien, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Puis, il va falloir que les gars comme Drouin, il faut faire que ça suive la parade. Tu sais, si tu veux jouer, il faut faire que tu performes. Puis, c'est ça, c'est de la bonne rivalité, ça, à l'interne. Puis, le Canadien n'a pas eu ça depuis 10 ans. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils vont aller à s'améliorer. Ils vont ajuster certaines choses. Là. Carey Price, ça ne finira pas toujours 5-4 les matchs. Là. Puis la défensive, on va se resserrer un petit peu. Là, puis il va y avoir de la discipline là-dedans à corriger. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'upside avec les Canadiens, je pense. Okay. Tu joues dans 3 games. Tu joues dans 3 games, on parle de Price. La question est pour Daniel. Est-ce que il fait jouer une deuxième partie ou tu lui donnes déjà une petite soirée de repos? Excuse-moi, Tom, j'ai compris que tu me parlais de Price, mais je n'ai pas compris ta question. Je disais qu'étant donné que Price a perdu ce soir, il rejoue dans 3 jours, ce n'est pas 2 parties en 24 heures, il revient avec Price ou il donne déjà un premier départ à Jake Allen? Non, je pense que Claude Julien va revenir avec Price dans le prochain match, sans l'ombre d'un doute. Je
s'il va garder, on a parlé brièvement dans l'avant-match, là, mais moi, j'ai l'impression qu'il va garder une grande majorité de rencontres. Moi, je prévois une quinzaine de parties à Jake Allen, mais dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'on va voir Allen probablement avant la mi-chemin de ce périple-là. Il faut le rappeler, hein, c'est quand même 6 matchs de suite sur la route pour amasser le calendrier pour le Canadien. Oui, c'est ça. L'objectif, Junior, quand tu joues 6 sur la route comme ça, à quelque part, c'est parce que les joueurs, évidemment, sur la route pour avoir voyagé, moi, avec le Canadien, c'est toujours bon, surtout tu sens qu'il y a un bon esprit de corps. C'est justement quand tu as 2 matchs en 24 heures, je pense qu'on va plus y aller avec Jake Allen. Est-ce que tu en penses, Junior? Moi, je suis d'accord avec Daniel là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier là, que ce n'est pas une saison de 82 matchs, c'est une saison de 56 matchs. Les entraîneurs vont gérer la formation un petit peu différente. Il faut que tu gagnes quasiment à tous les games parce qu'il y a 4 équipes qui vont faire les séries dans la conférence, dans la division. Alors, il ne faut pas prendre de soirée off trop souvent. Il faut que tu ramasses le plus de points possible. Puis ton backup, tu vas le gauler, tu vas le mettre dans le filet là, quand tu vas avoir des matchs serrés, collés, là, mais tu vas y aller avec Price le plus souvent possible. Ça, c'est tu es en train de me dire, Junior, puis Daniel, tu pourras mettre ton grain de sel là-bas. Et tu es en train de me dire que vu qu'il commence avec 6 matchs sur la route, s'il fallait qu'il en perde 4 sur 6, qu'on est déjà dans le trouble? Oui. Moi, je dirais que oui. Là, oui. Honnêtement, l'année passée, là, souvenons-nous, ils ont eu 2 séquences de 8 défaites, le Canadien de Montréal. Exact. Et là, cette année, là, si tu prends au prorata du nombre de matchs à jouer au calendrier, normalement, qui était 82 matchs, mais c'était 71 finalement l'année passée, sur 56 matchs, si tu en perdais 6 en ligne, là, ça devient catastrophique pour essayer de te replacer. Parce qu'en plus de ça, là, tu affrontes constamment les mêmes formations. Fait qu'essayer de te replacer au classement, ça devient complexe, après moi. Là. Oui, mais je ne pense pas qu'on a l'équipe pour perdre 6 matchs en ligne. Non, on ne le souhaite pas, là, mais ne serait-ce que pour il y aurait d'autres changements, Daniel, au sein de la formation. Ce ne sera pas les joueurs. Non, j'ai bien compris ton allusion. D'ailleurs, comment vous trouvez M. Bergevin avec ses cheveux comme ça, au vent? Il fait très Beatle actuellement. Là. Moi, je pense qu'il se dit, à mon avis, qu'il a dû prendre un pari avec ses chums que tant et aussi longtemps que le Canadien ne gagne pas la Coupe Stanley, il se laisse pousser les cheveux. À mon avis, je ne sais pas, moi, il a peut-être lu le livre sur Hercule ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, sur Samson plutôt, je me trompais dans la légende. Mais en tout cas, ça me fait très rire de le voir parce que ça a fait encore là les réseaux sociaux, les cheveux de Marc Bergevin. Peut-être parce qu'il stresse. Si j'avais... Ça prend des effets spéciaux. Ça prend des effets spéciaux. On la garde, celle-là. On la met dans les paires. Si on a parlé de plein de bons joueurs dans ce match-là, Anderson, Suzuki, avant que je revienne à ma prochaine question, Suzuki, il vous fait penser à qui, 2 ou 3 ans? Y a-t-il un joueur, parce que vous en avez vu beaucoup dans votre carrière, dans le style, y a-t-il quelqu'un que vous dites Suzuki à son âge va devenir un peu dans le style de ce gars-là? Avez-vous vu quelqu'un? Évidemment, on préfère que Suzuki soit Suzuki, mais avez-vous vu un comparatif avec quelqu'un qui a fait une grande carrière? Paul Kariya. Comment? Paul Kariya. Ah, Paul Kariya. Intéressant. Intéressant. Qui a joué à Montréal. Moi, c'est drôle. J'ai des flashs d'un gars comme Mike Ribeiro quand je vois un gars comme Suzuki. Suzuki étant, à mon avis, plus talentueux, plus complet que Mike Ribeiro. Mike avait tendance, lui, à ralentir le jeu. Plus rapide aussi que Ribeiro, qui était quand même... Je pense que même moi, j'étais plus rapide que Ribeiro. Non, mais je veux dire, Mike a eu une belle carrière, mais c'est un gars qui avait tendance à ralentir le jeu pour attirer l'adversaire, construire un jeu, faire une passe, puis on sait souvent à ce que ça menait. Mais Suzuki a à mes yeux, cette vision-là, cette rapidité supplémentaire et déjà une fougue qui n'en démord pas. Je veux dire, son premier but, là, ça prend du talent pour marquer de l'angle qu'il avait. Puis je pense que les fans du Canadien vont être choyés pour les prochaines années en espérant qu'il ne soit pas blessé puis que tout se déroule bien puis son développement se fasse bien. Tu sais. On vous rappelle qu'on est en direct de Pompano Beach, que pendant ce temps-là, Daniel Melançon, qui est notre premier invité de Showtime, et lui, sur la Rive-Sud, la même chose pour
Serge Savard Junior. C'est notre première. On va commencer, nous, à s'adapter tranquillement. Et dans quelques minutes aussi, on va vous donner plus tard quelques nouvelles de la Floride parce qu'on est ici. On a des choses à vous parler, notamment du côté de la COVID. Mais là, je veux revenir. Tom, excuse-moi de t'interrompre. Si tu me permets, Oui. on peut en profiter peut-être pour dire aux gens aussi qu'on est, comme ils le savent, on est sur Facebook Live, ceux qui nous regardent sur Facebook. Oui. On est sur CNN Radio Numérique, CNV, pardon, je vois le logo. CNN, c'est pas tout à fait CNV pareil. Radio Numérique, le AM 940. CNN, c'est démocrate. Et oui, et sur radioh2o.ca, radioh2o.ca, si on veut nous entendre ou si on est dans des situations différentes, dépendamment des soirs. Là, il y a plusieurs sources. On est très fiers de ça, déjà qu'on soit. Puis évidemment, on a comme partenaire le Soleil de la Floride. D'ailleurs, Denise Dumont va venir nous parler de quelques nouvelles de la Floride, surtout pour les gens qui aimeraient venir avec tous les problèmes. On va pouvoir en parler avec elle dans quelques instants. Junior, j'ai coupé le sifflet là-dessus. Toi, Suzuki, il te fait penser à qui? Bien, Suzuki, là, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je regarde là, sa progression depuis qu'il est arrivé. On va regarder les niveaux inférieurs qu'il a joué. C'est une machine à faire des points. Tu le regardes aller, là, puis à chaque fois qu'il termine un jeu, que ce soit le deuxième ou le troisième jeu, là, 2-3 passes, là, le dernier jeu est toujours dangereux. C'est un joueur qui a un lancer très précis, pas fort, pas foudroyant, mais je veux dire, il va toujours se passer quelque chose. Sur l'avantage numérique, là, il va contrôler la rondelle, il va trouver quelqu'un qui est dans le clair tout le temps. OK. Donc, je disais que ce soir, plusieurs bons points positifs, notamment avec les nouveaux venus. Si vous aviez à quelque part amené un bémol sur 2 ou 3 joueurs, ce serait lesquels, messieurs? En fait, moi, je vais revenir peut-être à l'indiscipline. Là, c'est un point tournant. C'est en fin de deuxième période. Ce qui a mené, ni plus ni moins, au retour dans le match des Maple Leafs de Toronto. Parce que il est bien connu, le Canadien, à l'indiscipline, oui. Ah, ben effectivement. Puis honnêtement, il y a un ancien collègue, Luc Gilina, qui a tweeté de quoi de bien le fun ce soir sur ses stats. Il faisait mention que le Canadien va devoir être discipliné dans cette section canadienne-là parce que il faisait état des statistiques de l'an passé, vous allez dire, là, mais d'Edmonton, de Vancouver, de Toronto, de Calgary, de Winnipeg, c'est tous des clubs qui avaient un taux d'efficacité en avantage numérique supérieur à 20 %. Et dans le cas d'Edmonton, c'est pas loin de 30 % d'efficacité. Puis on sait que Montréal va jouer souvent contre ces clubs-là. Donc ce soir, l'indiscipline a permis aux Leafs de revenir dans le match. Et je reviin là-dessus. Le Canadien, l'équipe de Claude Julien va devoir miser là-dessus. Soyez disciplinés parce que ça pourrait coûter cher. Tu as pointé tout à l'heure, Junior, Drouin. Est-ce que c'est un de ceux qui t'a encore un peu déçu ce soir? Il a notamment raté un jeu qui a amené un des buts qui a ramené les Leafs dans le match. Est-ce que ton pire bémol pour toi, si tu avais à cocher quelqu'un qui n'a pas joué le match qu'on s'attendait, c'est lui ou si c'est d'autres? Moi, j'ai mis le trio. Là. Je ne vais pas blâmer Jonathan Drouin ce soir. Il est partout en première période. Ouais. Il a eu la malchance, le lancer qui a frappé l'arbitre, puis ça a coûté le quatrième but là, pour égaliser le match. Mais non, j'ai pas vraiment, à part comme Daniel disait, les punitions. Là. Puis ça, je n'avais pas la statistique, Daniel, mais je viens d'y penser. Il faut faire attention là, parce que. Ah, c'est clair. Les avantages numériques de même, on va s'apercevoir qu'Edmonton, tu prends 2 punitions, il y a un but. Fait que va faire discipliner en troisième période contre ces formations-là. Absolument. OK. Junior, notre deuxième match aura lieu, parce que je vais continuer avec Daniel, puis on a également les nouvelles de la Floride. Je sais qu'on a fait pas mal de tours. Donc, on se reparle pour le deuxième match. On annoncera en même temps qui sera mon invité. Donc, je sais que le Canadien a un petit point. Tu vas te coucher, disons, pas si mal en disant quand même que le Canadien a gagné un petit point. Tu vas-tu réussir à bien dormir quand même? Oublie pas que mon père a joué pour les Jets de Winnipeg. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, tu n'oublies pas la promesse. Mon père, il a été congédié comme Daniel par le Canadien. Il a joué pour les Jets. Fait que, qui a dit que je parlais pour les Canadiens, pas les Jets? C'est ça. Écoute, de toute façon, on a très hâte de voir ton père quand il y aura le premier match Canadien-Jets. On va l'amener en ondes avec nous. On va y faire raconter tout ça. Merci beaucoup, Junior. Je garde Daniel Melançon avec moi. On se reparle bientôt. Salut, Serge. Salut, les gars. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Denise Dumont va venir nous rejoindre parce que tu sais que Denise, à un moment donné, elle avait choisi Canadien 4-3. On est venu près qu'une femme y aille avec son... Je vais mettre mon masque parce qu'on me l'a reproché sur les réseaux sociaux qu'apparemment qu'il descendait de mon nez. Donc, je ne veux pas me faire tirer des tomates au premier direct.
Madame, Monsieur. Tom, Tu te rapproches, Denis. Tu te rapproches. Je sais pas, c'est sans doute pas une fleur que je t'envoie, là, mais tu ressembles à Dr. Arruda. Tu ressembles à Dr. Arruda avec ton Le bad boy. C'est ça, je suis. Puis, d'ailleurs, écoute, j'ai jamais été complotiste, mais de temps en temps, il y a certains. On va faire comme toi. Sauf qu'il faudrait que moi, à l'antenne, je me congédie moi-même. C'est un petit peu. Non. Oh là là. Denise, est-ce que tu es une vraie fan de hockey ou si tu regardes le hockey ou non? Ben, on a regardé. Écoute, mon fils a joué au hockey royalement. Alors, on suivait plus le hockey, son hockey à lui, parce qu'on habitait la Californie à cette époque-là. Alors, on jouait toujours à l'extérieur. Il jouait à quelle position, ton fils? Il était centre. Centre. Et allié, dépendamment. Et toi, Daniel, tu joues à quelle position au hockey? Tu me dis que tu étais plutôt roman. J'ai toujours été un attaquant. J'ai joué beaucoup au centre. Puis, tu vois, dans les ligues de garage, les dernières années, je joue un peu partout, un peu en défensive. Mais non, j'ai surtout joué en attaque. Ça a été des belles années. On a fait le tour de la province dans les différents championnats. Écoute, j'ai eu des bons coachs. Maurice Lemay, qui a coaché junior majeur, m'a coaché. Mes dernières années collégiales, Gérard Gagnon au Collège Saint-Laurent. Ça a été, non, j'ai vécu des belles années dans le monde du hockey. Et puis, je savais que je n'avais pas le talent, le physique pour aller à top niveau, mais j'ai pratiqué ce sport-là avec énormément de passion. Je disais à ma blonde qu'un jour, notre fils va marcher, éventuellement patiner. Puis mon souvenir, je pense que j'ai patiné à 2-3 ans. Là. Alors, non, j'ai aimé ça. Je tombais dedans quand j'étais petit. Ton père qui m'a écrit sur les réseaux sociaux en disant qu'il avait bien aimé l'avant-match, mais ton père, c'était tout un athlète. Je dis pas ça, là, mais ton père, il était, je veux dire, c'était un joueur dominant. Je n'ai pas vu jouer au hockey. Écoute, un peu comme toi, au hockey, il était gardien de but. Au ballon-ballet, je ne me souviens pas de sa position exacte, mais on est d'une famille de sportifs. Je veux dire, les Melançons, j'ai des tantes profs d'éducation physique. J'ai un cousin qui a fait des triathlons, du vélo de montagne à haut niveau. Je veux dire, on est une famille de sportifs. Donc, c'est dans notre ADN. On aime ça, on en parle, on le pratique. On aime ça. Denise, là, maintenant, il ne peut pas parce qu'il y a un jeune bébé à la maison. Mm-hmm. Mais les chiffres, ce n'est pas beau pour la Floride actuellement. Pour la COVID. Non, c'est ça. Alors, évidemment, le comté de Miami-Dade, c'est où est-ce que l'épidémie est la plus répandue. Et puis après ça, le comté de Broward, qui est le comté où Fort Lauderdale... où sont les Québécois? Où sont les Québécois, la majorité des Québécois, où est-ce que nous, on est, d'ailleurs. Ça s'en vient pas mal fort. On m'a dit de sources sûres que les hôpitaux de la région sont vraiment proches d'être remplis à pleine capacité. Alors aujourd'hui, on a eu en Floride au-delà de 15 000 cas de COVID et puis 156 morts. Bon, c'est pas drôle, c'est pas beau, mais on a quand même presque 23 millions de population. Donc, il faut faire la part des choses comme il faut. Mais il faut faire très attention. Et puis, on a entendu hier que maintenant, pour arriver en Floride, les Canadiens peuvent venir en Floride par voie aérienne, il n'y a pas de problème, sauf qu'ils seront obligés d'avoir avec eux une preuve de test de COVID pour entrer au pays, COVID négatif, évidemment. Et pour retourner au Canada, ils ont besoin d'une nouvelle preuve. Donc, c'est encore des coûts, c'est encore des frais, mais que voulez-vous? Il faut essayer d'arrêter la pandémie. C'est ça. Et puis ensuite de ça, il y a les vaccins. Alors, nous, les vaccins, c'est commencé et tous les gens de 65 ans et plus, qu'ils viennent du Brésil, de l'Argentine ou du Canada, ont droit à se faire vacciner. Avant moi. Ah, mon Dieu! Non, parce que tu es encore toute jeune, c'est pour ça. Alors là, c'est sûr que les gens, les résidents commencent à avoir des réactions négatives. Là. Mais Daniel, si jamais tu voulais venir avec ta famille, il faudrait bien aviser et faire très attention, évidemment, durant cette période. As-tu des amis dans ton entourage qui sont venus en Floride en temps de COVID? Cette année? Non seulement qui sont allés en Floride, ils sont allés plusieurs fois. J'ai des amis sur la côte ouest. J'ai des amis justement dans le coin de Pompano, Fort Lauderdale.
des amis qui ont des résidences là-bas, puis ils vivent leur vie normalement, là, je veux dire, c'est ça. Les gens qui font attention, ils sont plus coucounés parce que, bon, ils s'amusent entre eux, ils sont plus dans une bulle. Mais, écoute, c'est bien plus agréable d'aller prendre une marche 3 fois par jour au soleil que sous la neige. Sans couvre-feu. Oui, c'est ça, en plus. Oui. Mais moi, en tout cas, je veux dire, j'ai pas eu besoin de voyager parce que je suis parti de la Californie quand il est arrivé la pandémie. Et de ce que j'ai vécu ici, moi, ce que je suis sur le bord de mer, je rencontre presque personne. Et contrairement à ce que les gens disent, en tout cas, les commentaires des Québécois, c'est pas tous les Québécois, mais je trouve qu'on est très porté à critiquer sans savoir. Je parle pas, là, je dis des maniaques qui vont à la plage coller un contre l'autre. Il n'y en a pas. Moi, en tout cas, je veux dire, je fais attention. Ici, de toute façon, il y a de l'espace. Et quand tu vas dans les supermarchés, tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas ton masque. Si t'as pas, donc, je pense qu'il y a quand même… Non, c'est ça. C'est sûr que dans les villes, et puis où est-ce que la population est plus jeune et hot, alors on parle de South Beach, on parle de downtown Fort Lauderdale, les jeunes sont là, ils sont un petit peu plus défiants, et puis, mais l'important, c'est de savoir et d'aller où est-ce que c'est confortable selon notre propre type de sécurité. On est bien selon certaines choses. Alors, c'est ça. Alors, Denise, on invite les gens, évidemment, à suivre les règles, ceux qui veulent venir ici, mais à quelque part, si aussi, ça fait peur quand même, parce que si tu viens puis tu rentres, c'est pas évident non plus. Non, c'est pas évident. Et puis, c'est toujours le problème. Si jamais quelque chose arrivait ici en Floride, est-ce que les assurances voyage font la couverture au complet? Alors, on sait très bien que ça coûte cher, les hôpitaux ici en Floride. C'est quasi 10 000 $ par jour, facilement, juste pour avoir des traitements simples. Alors, quand c'est, j'imagine, respirateur et tout, ce serait assez coriace comme facture, assez salé. Denise Dumont, merci beaucoup. Ben, merci. Moi, je vais terminer encore, j'ai encore un petit 10 minutes à jaser avec Daniel Melançon. Ben, et de toute façon, tu seras avec nous pour le deuxième match qui a lieu samedi soir prochain. Très bien. Voilà. Alors que le Canadien tentera de gagner sa première victoire. Sa première victoire. Alors, merci. Bonsoir, Daniel. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Au revoir, Denise. Merci beaucoup, Denise. Je veux maintenant venir sur ton appareil. Est-ce que tu t'es donné un certain temps, Daniel, à se dire, as-tu un temps, as-tu un ou deux projets où tu veux vraiment laisser passer le temps avant de dire je repars à Bordeaux, ou si tu es ouvert à toute possibilité et à toute proposition? Je suis personnellement ouvert à toute forme de proposition. Je veux dire, je pense que je suis rendu assez vieux, assez expérimenté aussi dans la vie pour savoir ce que je veux, ce que je veux pas, ce que ça me tente de faire, ce que ça me tente moins de faire. Je veux dire, j'ai quand même un bon bagage d'expérience. Tu sais qu'au mois d'avril prochain, ça va faire 27 ans que je suis dans le milieu, que je pratique ce métier-là. Puis, c'est ça, j'ai goûté à tout. J'ai une polyvalence qui m'a permis de toucher à différents sports au niveau professionnel, en décrire sur place comme en studio. Fait que, tu sais, je suis ouvert à toute forme de possibilités. Je veux dire, je me ferme pas de porte. En même temps, je suis comme dans une situation, je te dirais, Tom, que je sais pas exactement ce que je veux faire. Je te disais avant le début de la rencontre que à Salut Bonjour, je me sentais sur mon X parce que j'avais aussi le guide de l'auto puis Golf Mag. Fait que c'était un complément parfait. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est peut-être la radio qui va se présenter à moi. Tu sais que j'ai voulu faire ce métier-là d'abord et avant tout pour faire de la radio. C'était le médium qui m'attirait le plus, puis j'en ai à peu près pas fait, à part quelques années au tout début du 98.5 avec Gilles Proulx et Varda. Alors, c'était… Tu as travaillé avec Gilles? Oui, c'était… Quel personnage? C'était TQ qui arrive, qui travaille avec Gilles Proulx, c'est assez impressionnant. Parce que moi, j'ai connu… Oui. Tu sais, j'étais pas TQ quand je suis arrivé avec lui, parce que j'avais quand même quelques années d'expérience à RDS. Okay. Mais ça m'a permis de vivre une expérience unique. Je veux dire, c'est un gars qui a tellement de métiers, qui a tellement de culture, qui a tellement d'ouverture sur le monde. Puis c'est drôle parce que petit, ce
qui m'a fait, je te dirais, rêver à faire de la radio, c'était quand j'écoutais son frère Jacques à CKC à l'époque. Et même, il y avait Jacques et aussi il y avait Louis-Paul Allard également à l'émission les grandes années de la rue Metcalfe. Nous autres, c'est pas compliqué. Écoute, mes parents pourraient te valider l'information, mais la radio était barrée à CKC 730. Je veux dire, alors pour moi, l'information circulait, ça venait de là. Et j'ai voulu faire de la radio. J'avais un setup au sous-sol que mon père m'avait conçu. Je pouvais faire de la musique. Mais tu sais, à la base, ce que je voulais faire, c'était de la radio. Puis les études et à travers tout ça, on m'a dirigé vers la télé. Puis, ben, tu vois, j'ai fait 27 ans jusqu'à maintenant. De tout, si je reviens de tous les sports que tu as exercés, tu as pratiqué, de tous ce que tu as vécu, si j'y vais par sport, qu'est-ce qui t'a le moment pour toi? Allons-y d'abord par le golf, qui est ta passion. De tout ce que tu as vu dans le golf et de tout ce que tu as couvert, qu'est-ce qui t'a le moment marquant que tu dis ça, là, les bras m'ont tombé par terre? En fait, je pense que il y a deux gros événements là, pour moi qui ont été des moments marquants. Là. J'ai eu la chance de couvrir les Olympiques de 2010 à Vancouver sur place. Okay. J'étais attitré en zone mixte aux épreuves de ski alpin, qui est une passion aussi pour moi. Alors, de suivre les meilleurs au monde, hommes et femmes, pendant la durée des Jeux olympiques à Whistler, c'est extraordinaire. Mais le golf, il y a un événement de golf que mes patrons de RDS à l'époque avaient eu. En fait, ils m'avaient donné l'opportunité de faire la job de rêve, c'est-à-dire de faire du play-by-play sur le terrain en suivant des groupes de golfeurs. C'était lors de la Coupe des présidents au Royal Montréal. Ça, honnêtement, là, j'ai couvert des hommes canadiens masculins et féminins à gauche et à droite au Canada, mais la Coupe des présidents ici à Montréal en 2007, de décrire le jeu un peu comme le font les David Feherty ou les descripteurs américains sur le terrain avec le headset, ça, pour moi, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, là, c'est la chose la plus tripante de suivre Tiger pas à pas. En fait, d'aller, par exemple, à la balle de Tiger avant lui, prendre la distance, me retirer, m'éloigner. Et là, Michel Lacroix ou Carlo m'interpellaient pour me dire « Hey, OK, on retrouve Daniel au 11e. C'est quoi la shot que Tiger va avoir à jouer? » Je veux dire, j'étais à la balle de Tiger avant lui, ou de peu importe le joueur de l'équipe internationale ou l'équipe américaine. C'était une job de rêve. Je me disais, oh my God, je ferais tout ça à semaine longue, tu sais. Mais ça a été pour moi le fait saillant de rencontrer les joueurs, des entrevues avec Mickelson, avec Tiger. Name it, là, c'était Mike Weir qui avait battu Weir lors de la dernière journée. Ça a été pour moi des moments très, très tripants, mettons. Là. Les Québécois, est-ce qu'au fil des années, justement, avec la complicité tu parlais de Carlo Blanchard, de Michel Lacroix, de toi et des personnes qui ont vraiment été des passionnés de golf, est-ce que la télévision monte en puissance en code d'écoute au Québec pour le golf ou si c'est toujours le même public cible? Écoute, au Québec, je ne peux pas te dire, mais j'ai lu il y a quelques mois, lors des moments début de la COVID, là, il n'y avait plus beaucoup de sport à la télé, on va se le dire. Il y avait la WNBA, il y a entre autres du golf, de la PGA. Et dans les sports qui ont connu une croissance, même malgré la NBA, la Série mondiale au baseball, les débuts de la NFL, le golf a maintenu une certaine stabilité. Puis je pense que télévisuellement parlant, là, puis je ne parle pas d'une chaîne en particulier, que ce soit peu importe quoi, mais je pense que visuellement, à la télé, le golf s'est vraiment amélioré avec plein de petites technologies, les trajectoires de balles, des stats précises sur la distance entre la balle et le trou. Je veux dire, c'est sûr que pour certaines personnes, le golf, ça peut être ennuyant à la télé, mais quand tu incorpores des technologies comme on les voit aujourd'hui, ça rend le jeu excitant. Puis honnêtement, autant Tiger a été dominant pendant des années, moi, j'affectionne particulièrement le golf d'aujourd'hui parce que tu ne sais jamais d'une semaine à l'autre, malgré qu'un Dustin Johnson est super bon, tu ne sais jamais qui va gagner. Le bassin de bons joueurs est tellement énorme à travers la planète que ça rend, à mon avis, le sport du golf très attrayant. Tu ouvres une porte avec Dustin Johnson. C'est le mari d'une des filles de Gretzky. Oui, de Paulina. Oui, Paulina. Oui. Écoute, Paulina, puis c'est-à-dire, Paulina ressemble beaucoup, pour avoir connu sa mère. Moi, je suis allé au mariage de Janet Edwin. Elle ressemble beaucoup à sa maman. C'est quand même assez spécial. Et c'est assez spécial de voir un des faits saillants quand il a gagné récemment, Dustin Johnson.
quand tu vois Wayne qui est caddie pour son gendre. Moi, je trouve ça, tu sais, je veux dire, à quelque part, je trouve que ça, c'est justement des moments croustillants de ce qui se passe dans le sport. Tu sais, je veux dire, la passation de pouvoir, à quelque part. Gretzky, évidemment, tout le monde, il serait possiblement, même s'il aime golfer, être golfeur, n'aura probablement jamais trippé comme il a trippé là. Ah, c'est clair que non. Puis c'est intéressant parce qu'évidemment, à son époque, Gretzky a connu ses heures de gloire, évidemment, avec tous les records et le talent qu'il avait. Puis aujourd'hui, Dustin Johnson récolte le fruit de sa patience parce qu'il y a eu ses close calls il y a quelques années. Puis là, il est en train de devenir le golfeur dominant que tout le monde attendait, je pense. Je veux dire, il est tellement... il est d'une classe à part actuellement, Dustin Johnson. Moi, dans ma carrière, le moment que j'ai le plus trippé, je parle comme journaliste, en dehors, j'étais gardien de but. C'était un gardien de but très ordinaire. J'étais capable quand même, de temps en temps, je veux dire, de les arrêter. Mais j'ai vécu en 82, 83, 2 années de suite, dans les Catskills. Je jouais d'un côté, Richard Sévigny était de l'autre côté, et je jouais contre Gretzky. Oh, wow! Ouais. J'ai mis les jambières. J'ai joué contre Richard Sévigny il y a 2-3 ans, un match contre les anciens Canadiens. Hey, je me suis retrouvé en échappé. Il m'a pinché. Ah oui, Richard. Il a sorti de son but, puis il m'a pinché. Richard, le poke check là-dessus, il était... D'ailleurs, je veux dire, on reprochait ça à un moment donné à Richard dans sa carrière, c'est qu'il sortait trop. Il sortait pas trop dans la vie, en dehors de ça, mais de son but. Il sortait, il se promenait, puis c'était un bon bagarre. Donc, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu plein d'autres choses, là, je veux dire, lancer le trophée Maurice Richard, réussir le truc, me retrouver écoute, le scoop de Gretzky, on s'entend qu'en 88, ça demeure un fait d'armes extraordinaire. Là. Je veux dire, qui ne se souvient pas où probablement on était. Le plus grand scoop d'un journaliste sportif au Canada. Je veux dire, il y en a à peu près plus des scoops de même. Right. Je veux dire, il n'y en aura plus, malheureusement, parce que les gars ne peuvent plus aller dans le vestiaire. Les gars gagnent trop d'argent, donc ils ne se tiennent plus entre eux. Moi, dans mon temps, exemple, j'étais invité au mariage de Wayne. J'avais eu, d'abord, je suis allé dans l'église, j'étais la 4e rangée, invité par les proches de Wayne Gretzky. J'étais vraiment le seul journaliste francophone qui est rentré. Mais la journée avant qu'il se marie, on avait un one-on-one, comme dans le bon temps. Et Wayne et Janet m'avaient reçu. On avait pris un verre. On faisait l'entrevue super cool. Ça avait fait la une de la presse à l'époque parce que Gretzky m'avait accordé un one-on-one. Mais moi, je connaissais Wayne depuis son premier match. Tu sais que j'ai amené Wayne voir Mario Lemieux pour la première fois parce qu'il entendait parler de Mario. C'était le nouveau qui arrivait. Je lui ai dit après un match des Oilers, j'étais chum avec Charlie Perneau qui était et Bob Perneau et Charlie Henry, les Olympiques de Hull. C'est un petit peu son bodyguard. Et la famille, puis je m'étais mis pas mal de chum. C'était dans le temps, justement, qu'on pouvait sortir d'un bar avec les gars. Puis je m'étais mis chum avec Wayne. J'avais dit à Wayne, regarde, Wayne, fais-moi plaisir, là. Viens voir Mario Lemieux. On organise ça. Je regarde, t'as envoyé une limousine. Il est venu voir le match. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand il est arrivé sur la passerelle, parce que tu as sûrement connu le centre sportif Laval à l'époque de Mario, tu montais sur une petite passerelle. Il y avait Chantal Maccabé en rentrant qui était statisticienne. Et je m'en souviendrai tout le temps. Moi, je suis arrivé avec Wayne. Puis là, presque tout le monde a arrêté de regarder la game parce qu'il s'y penchait pour regarder la game. Il était blond, Wayne, puis c'est jeune. Et, je veux dire, le monde était complètement ébloui parce que Gretzky était là. C'est parmi le genre de folie que j'ai pu faire avec ces gars-là. Tu comprends? Mais toi, t'en as-tu vécu un truc bien proche d'un athlète? Je ne sais pas, tu joues au golf, tu joues au hockey. As-tu vécu un trip que tu dis, je vais en parler à mon Arnaud, puis à tout le monde jusqu'à la fin de mes jours? Écoute, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages de ski dans ma vie. J'ai skié en Europe, l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Puis j'ai été co-chambreur d'un de nos champions olympiques à quelques reprises, Jean-Luc Brassard. On a fait plusieurs voyages ensemble. C'est lui qui m'a fortement conseillé d'aller skier au Japon. Mais j'ai skié souvent avec Jean-Luc, puis c'est un chic type, autant pour manger, cultiver, amusant. On tripe tous les deux sur la photo, on aime tous les deux le ski. Pour moi, chaque voyage, chaque sortie de ski que j'ai pu faire avec, ça a été extraordinaire. J'ai fait quelques sorties aussi avec Éric Gay, avec Mélanie Turgeon. Je veux dire, c'est de skier avec nos meilleurs représentants, là, je veux dire, puis j'ai trippé à chaque fois, là. Je reviens maintenant.
tu es aussi dans l'automobile, OK, dans le sport automobile. Est-ce que tu es un fan plus de la F1? Tu es plus un fan de la Indy? Tu es plus un fan? Y a-tu quelque chose qui te passionne? Est-ce que tu aimes d'ailleurs la F1? Comme moi, j'ai tellement trippé, puis c'est pareil, c'est toi qui es mon invité. Je pourrais te raconter des shots avec Gilles Villeneuve en tout cas, je ne veux pas raconter plus tard, mais je veux que tu racontes. J'aime encore le sport automobile. Je regarde presque tous les départs en Formule 1 encore aujourd'hui. Je trouve cependant que le sport manque de rivalité, manque de compétition entre écuries. Écoute, il m'est arrivé récemment de revisionner un super reportage documentaire qui a été fait sur Senna. Ça remonte à il y a quelques années, mais c'est disponible actuellement sur Netflix pour ne pas le nommer. Puis je me suis dit, déjà, c'est pas si loin dans le temps, là, mais 92, 93, 94, il y avait encore de bonnes rivalités. Ça compétitionnait plus en piste. J'ai l'impression qu'on voit moins ça aujourd'hui. Les Québécois vont plus sur un happening. Maintenant, quand ils vont voir la F1, parce que ça marche toujours à chaque année, on sait que ça marche autant à partir du jeudi sur la rue Crescent puis ailleurs, où ils en ont fait un grand bal, pour ne pas dire un grand bal masqué, parce que c'est une bonne idée, on est dans un bal masqué à tous les jours pour le temps ce qui se passe. Mais est-ce qu'à quelque part, les gens y vont parce que c'est un happening, ils sont moins friands de ce qui se passe sur la piste? Probablement plus aujourd'hui. Moi, je pense que les gens de ma génération ont connu de belles rivalités en sport automobile, en Formule 1 particulièrement. Bien, évidemment, on a connu les années où Jacques Villeneuve était présent, mais c'est plus pareil aujourd'hui. Tu sais, mon implication dans le monde automobile aujourd'hui, c'est pas dans le sport automobile comme tel, plus que dans l'industrie automobile, en étant un des co-auteurs puis animateurs du Guide de l'auto avec Antoine Joubert et Gabriel Gélina. Mon implication est plus là-dedans. Le sport automobile, pour moi, est présent, mais il manque quelque chose. Est-ce que la Formule E va ramener ça éventuellement? En fait, ce qui manque, à mon avis, c'est de la compétition. J'ai l'impression des fois de regarder simplement des défilés de commanditaires, puis tu fais, ben OK, le départ est fait, on sait qu'il y a un bon moteur, puis il va aller jusqu'au bout, puis c'est souvent ça qui arrive. Puis tu sais, voir des stratégies au puits, c'est pas très sexy. Non. Fait que, tu sais, des batailles en piste, pour moi, c'est ça. Puis il m'arrive souvent de regarder des vieux films, des vieilles séquences où, écoute, où j'ai vu récemment sur le web passer une bataille entre Niki Lauda puis Gilles Villeneuve à Monaco en 1979. J'étais là, oh my God, j'ai dit, ça, c'était de la course. Oui. Mais tu sais, en même temps, ben, Jacques Villeneuve, le fils de Gilles avec Schumacher, c'était la seule fois qu'il a gagné. C'était passionnant. Et puis, on a tellement eu de bons pilotes durant tant de temps. On s'identifie évidemment aux Québécois. Il y en a un qui vient d'arriver, un jeune, en troc dans série NASCAR, c'est Raphaël Lessard. Moi, j'ai reçu. C'est un bon jeune. Je pense que les Québécois ont besoin pour aimer un autre sport que le hockey, qu'il y ait un Québécois qui soit dedans pour quelque part vibrer. Et ça, on est comme ça. Hein. On a besoin d'être comme ça. Écoute, on pourrait continuer. Donc, ta prédiction canadienne, on va faire quoi? Parce que je vais tout retenir ça. Là. Il nous reste une petite minute. Pour la saison, moi, je dirais que le Canadien va faire les séries, va finir 3e ou 4e, à mon avis, dans sa section. Je vois peut-être Vancouver sortir de là premier. Puis, tu sais, carré d'as, là, Vancouver t'aime pas filer Avalanche. Tiens, la coupe à l'Avalanche. Là-dessus, moi, de toute façon, il y en a plusieurs qui disent que Connor McDavid, et puis c'est sur un autre débat parce qu'on va commencer à manquer de temps, que Connor McDavid est le meilleur joueur, mais je trouve que le joueur le plus complet, c'est McKinnon actuellement. Beaucoup plus robuste, parce que l'autre est plus spectaculaire. Oui, puis n'oubliez pas que Rantanen a été blessé aussi l'année passée, puis il va revenir en force cette année. Donc, je sais pas, l'Avalanche, c'est un beau club. En plus, c'est les anciens Nordiques, alors ça remonte à loin, mais c'est quand même ça. C'était fort agréable, je ne t'avais pas vu depuis longtemps. La meilleure des chances, je suis sûr. C'est gentil, Tom, merci. Comme on dit, c'est le mot populaire, ça va bien aller dans ton cas, ça va aller très bien aller. Bonne soirée, merci beaucoup encore une fois, Daniel. Okay. Bonsoir à tout le monde, à bientôt. Bonsoir à tout le monde. Donc, c'est en direct de Pompano Beach, sur l'AM 940, sur CNV Radio Numérique, sur Facebook Live et également sur Radio H2O. Ne manquez pas, on sera là pour l'avant-match de samedi soir, alors que le Canadien va tenter de gagner sa première de l'année. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à toute l'équipe, à Carl Collin, à Jean-Guy Després qui m'a aidé ici pour monter tout le studio, à Denise Dumont,
à Martin Godette et bien sûr à vous. On va tranquillement, pas trop vite, commencer à rentrer dans vos foyers chez vous en se racontant une vraie chose. Bonne soirée tout le monde.